Bonjour tout le monde, André Boisvert, Ubisoft Québec. Je suis là aujourd'hui à la demande de David et aussi d'Émilie pour vous parler des processus, des étapes de production d'un jeu vidéo. J'ai mis cette présentation-là un peu, j'ai ramassé des petits bouts de plusieurs présentations qu'on donne aux gens qui ne sont pas nécessairement au-dessus de tous les filages d'une production de jeux vidéo. Mais c'est vraiment, n'hésitez pas, à n'importe quel moment, vous voulez m'interrompre pour avoir plus de réponses sur un point particulier, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Comment ça va se passer? Je vais me présenter, Émilie va se présenter, vous allez savoir un peu qu'est-ce qu'on fait exactement. On travaille chez Ubisoft, bien sûr. Puis, je vais vous parler un peu de la méthodologie agile chez Ubisoft, de la mentalité qu'on a pour un jeu vidéo. Là, moi, je me souviens qu'on parlait de ça quand j'étais à mon bac en info. Fait que je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec ça. Méthodologie Scrum, de mentalité agile. Ouais, cool. Bon, ben, c'est parfait. Puis après ça, on va parler des étapes de production d'un jeu vidéo appliquées chez Ubisoft. Donc, tout ce que je vais vous présenter là, je n'ai pas l'odieuse intention de croire que c'est applicable à l'industrie du jeu en général. Par contre, ça fait assez longtemps que je suis Ubisoft pour bien connaître les rouages de ça. Puis, je vais vous les présenter. Puis, à la fin, il y aura un autre espace pour les questions. Mais encore une fois, je suis là pour répondre à vos questions pour vous. Fait que si jamais vous avez n'importe quelle question, on est à l'école, ben à main, j'imagine. Je pense que c'est comme ça se passe dans mon temps. Puis, je vais répondre à vos questions, je serai en main. Fait que. Ça allait tellement bien. Ça marche pas, on retire le ben. Bon, ben, c'est ça. Sinon, j'ai laissé l'autre souris sur le bord. Fait que je vais me présenter. Andréane Boisvert, comme discuté, je suis productrice chez Ubisoft. J'ai plus de 10 ans d'expérience en production, en management dans le jeu vidéo, dont 8 ans chez Ubisoft. J'ai passé 2 ans à Walt Disney Interactive en Californie aussi, parce que ben, c'est un petit rêve là, que je chérissais depuis quelques années. Puis ensuite, je suis retournée chez Ubisoft. Fait que ça fait 5 ans consécutifs que je suis allée chez Ubisoft, puis j'ai passé 3 ans aussi avant. J'ai un bac et une maîtrise en informatique, mais de l'Université de Sherbrooke. Je suis originaire de la ville de Montréal, puis j'ai déménagé à Québec pour Ubisoft, pour travailler chez Ubisoft. C'est eux qui m'ont offert mon premier stage, puis ma première expérience full-time en jeu vidéo. Moi, j'étais une gamer. Durant toute mon adolescence, ma vie de jeune adulte, j'étais pas mal gamer, la preuve, jeu préféré à la vie. Je voulais juste dans Zelda, Ocarina of Time. J'ai pleuré quand je l'ai passé en premier par, je pense, exaspération ou fatigue, parce que j'avais comme passé d'une shot. Puis c'était comme, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme 14-15. C'était dans mon jeune temps de secondaire. Puis aussi, moi, je suis comme grandi avec l'Internet, là. Fait que, tu sais, au secondaire, j'ai eu mon premier ordinateur. Puis j'ai commencé à coder chez nous le soir, mes premières pages d'Internet, mes premiers scripts. Puis comme ça, dans le temps, il y avait les bannières là, de Exchange que tu pouvais, dès que tu avais un clic, tu gagnais comme 5 cents, des trucs comme ça. Moi et mes amis, on se faisait des scripts pour être capable de se gagner de l'argent par rapport à ça. Puis, ben, j'ai fait un bac en imagerie et médias numériques, donc c'est une concentration à l'Université de Sherbrooke, en informatique, beaucoup plus axée sur les mathématiques et l'infographie. J'ai ma maîtrise aussi à Sherbrooke. Puis, en ce moment, à quoi je joue, ben, Rise of the Tomb Raider. En tant que productrice, en productrice associée chez Ubisoft, ben moi, mon rôle, c'est d'assurer que ma section du jeu soit livrée en temps, en qualité et en budget. Fait que je dois être l'œil très aiguisé pour être capable de reconnaître les bons retours sur l'investissement. Faut que je sois une power généraliste. Faut que je sois capable de comprendre rapidement les problématiques, mais être capable encore de faire confiance à tous les experts qui me supportent dans différents corps de métier. Puis, mon jeu préféré sur lequel j'ai travaillé, ben, voilà 2 ans maintenant. On a shippé Assassin's Creed Syndicate, le premier Assassin's Creed leadé à Québec. Puis ça m'a vraiment fait triper. J'ai voyagé à travers le monde pour présenter le jeu, vendre le jeu en PR. J'étais allée à l'E3, Gamescom, Comic-Con. Puis avant ça, ben, il y avait eu quand même 3 ans de développement acharné aussi de la part de Québec et de leur studio associé.
moi, ça serait la seule partie sur moi, mon parcours, mes émotions. Fait que, Mais j'imagine que tu n'as pas nécessairement commencé en tant que productrice à la base? non, c'est une excellente question. En fait, dès que je suis sortie de ma maîtrise en informatique, j'ai été game analyst. Donc, je faisais tout ce qui était les KPI de performance des jeux. Fait beaucoup de bases de données puis d'analyse de data pour être capable de prendre des décisions éclairées. C'est ce qu'on appelle un peu du data centered design. Fait qu'analyser, mettons, tout ce qui est jeu en ligne, les données des joueurs pour être capable de maximiser la rétention, détecter les features qui fonctionnent pas. Puis, j'ai passé peut-être 1 an et demi là-dedans, puis après ça, j'ai commencé à être manager de premier niveau. Fait que là, dans mon quotidien, là, il y a vraiment... Je fais quelques requêtes SQL des fois là, pour trouver des bugs dans la base de données, mais sinon, puis du Excel en masse. Mais sinon, coder, je le fais plus là, dans mon quotidien. Fait que c'est plusieurs niveaux de management chez Ubisoft, puis j'ai commencé assez tôt là-dedans. OK. Puis mon background en informatique me sert quand même beaucoup parce que je vais être reconnue comme être une personne qui se base beaucoup sur les données pour prendre mes décisions. À l'opposé de certaines autres personnes qui sont plus filées, bien, quand tu as un beau mix de ce genre de personnalité-là, ça fait que ton équipe échappe au pied de balle. Fait que moi, ma personnalité est un peu plus teintée de mon background par rapport à ça. Je vais parler de moi brièvement. J'ai un plus petit parcours qu'Andréane. Dans le fond, moi, je travaille chez Ubisoft au recrutement depuis maintenant un petit peu plus que 6 mois. Avant, je travaillais au SPLA, ici, ancien CGI. Je vous dirais que je ne suis pas une gameuse à la base. Je pensais jamais travailler dans le jeu vidéo, mais j'ai un coup de foudre pour le moment. Outre le fait que j'ai pu jouer à Rayman, Just Dance, puis à des jeux de course automobile sur PC, ça se résume pas à ça. Mais le milieu du jeu vidéo, c'est un milieu super. Puis en fait, je vais vraiment laisser Andréane faire la présentation, mais si vous avez des questions plus sur le recrutement, des choses comme ça, après, je pourrai répondre, puis je pourrai vous donner quelques infos aussi en lien avec cela. On va passer rapidement sur la partie plus... mais qu'est-ce qu'Ubisoft? Certains d'entre vous, je l'espère, sont déjà familiers avec nous. Ça allait tellement bien, là, j'étais en feu, là, j'avais tout pouvoir changer mes slides. Donc, Ubisoft Québec, 400 personnes qui sont employées à Ubisoft Québec, quand même un gros studio à Québec. Notre force avec 400 personnes, c'est qu'on est capable d'avoir des mandats d'envergure. Par exemple, là, notre dernier jeu shippé, ça a été Syndicate, et notre dernier jeu sur lequel on travaille, qui a été annoncé, c'est For Honor. Fait que, je veux dire, on collabore avec Montréal sur For Honor, puis on est capable aussi de prendre le leadership sur des grosses marques. 89% de la proportion des employés en production. Production, c'est vraiment ceux qui sont hands-on, qui font la production de jeux vidéo, mais on a toute un 11% d'équipes de support, comme Emily, par exemple, qui nous recrutent nos top talents, ressources humaines, IT, etc. Fait que 356 personnes qui sont capables de mettre la main à la pâte pour être capables de créer des jeux vidéo. Moi, sur Syndicate, j'étais productrice de collaboration, donc j'étais responsable de 45% du contenu du jeu. Parce que 45% du contenu du jeu était fait à l'international. Puis à l'international, c'est quoi? C'est n'importe quel partenaire qui peut travailler avec nous. S'il y a un bon fit, ben ça a vraiment beaucoup d'avantages de faire affaire avec des partenaires. Je vais y revenir plus tard. Mais on est vraiment présent partout dans le monde, de sorte qu'à peu près tous les fuseaux horaires sont couverts. Fait que ça nous donne une pas pire force de frappe. Puis, des brands qui sont assez connus. Puis, justement, Eevee, ma fierté dans le milieu, notre assassin fille sur Syndicate. Puis, plus récemment, Watch Dogs 2, je ne sais pas si vous avez essayé, il vient de sortir. Puis, Rainbow Six Siege est encore très fort. 1 million d'active users à chaque jour qui jouent encore à Rainbow Six Siege, malgré les Battlefield 1, malgré Call of Duty Infinite Warfare et tout, ça continue à être super fort.
puis à continuer à être vraiment populaire auprès d'une clientèle shooter qui est peut-être un peu plus mature que la crowd Call of Duty. Fait que ça nous donne une niche mature. Mature dans le sens un petit peu plus vieille. Pas tu sais, on peut être mature à tout âge. Fait que c'est ça. Ok, vidéo, là. Tu sais que je disais que je pouvais mettre le pied dans la bouche et j'en entends. Faire Assassin's Creed, 900 personnes au total qui ont travaillé là-dessus, si on inclut le test, si on inclut la localisation, si on inclut vraiment une force de frappe. 7 studios à travers le monde, puis 3 ans de développement. Fait que Ubisoft, ça nous permet d'avoir ce genre de force de frappe-là, puis de créativité qui est vraiment au travers le monde. Aujourd'hui, je ne passerai pas beaucoup de temps à parler des différents métiers du jeu vidéo. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai déjà fait une présentation où est-ce que pendant 1h30, je faisais juste parler des métiers du jeu vidéo. C'est fou, il y en a une multitude, puis souvent c'est super varié. On a un historien avec nous qui travaille chez Ubisoft. On a plein de gens en audio, on a des gens en marketing, on a des gens en communication, on a aussi une cinquantaine, peut-être même plus, soixantaine, en tout cas entre 50 et 80 gens qui sont juste en programmation. On a des artistes, fait que les métiers, c'est fou, il y en a beaucoup. Puis, c'est pour ça que je dis quand, mettons, je m'en vais dans les écoles secondaires, je vais parler des métiers de jeux vidéo. Les gens, ils sont comme pas bons en maths, puis ils aiment les jeux vidéo, puis je suis comme, ben, il y a plein d'affaires que tu peux faire autre que vraiment t'en aller en informatique ou faire du jeu vidéo. Fait que c'est prometteur là-dessus. Il y a même des comptables. C'est mes préférés. Fait que, un petit genre d'introduction sur la méthodologie Scrum qui va un peu mettre la table sur les processus de création de jeux vidéo que je vais vous parler pour le restant de l'heure. Fait que, par main levée, qui connaît Scrum, autre que genre quand même pas pire. Scrum, c'est une méthodologie agile. Agile, c'est une mentalité. Puis Scrum, c'est une méthodologie qui applique la mentalité. Dans le fond, là, c'est comme pour dire que agile, ça serait de l'eau, puis de la glace, ça serait le Scrum. Tu sais, la glace, c'est de l'eau, tu sais. Donc, travailler là-dessus. Fait que dans le fond, c'est un très haut. Dans le fond, l'agilité, c'est donner le pouvoir à l'équipe. Vraiment, la mentalité, c'est ça, c'est des équipes lean, flexibles, qui ont vraiment un gros pouvoir. Puis nous, on veut encourager ça dans le jeu vidéo. Parce que si vous connaissez Scrum, vous dites, ouais, mais d'habitude, le Scrum et Agile, c'est le fait de ne pas avoir de deadline, puis être capable de ne pas avoir de limite, puis d'être capable de s'organiser un peu comme on veut pour être capable de créer des incréments jouables à chaque fois, puis chipables. Bien, nous, on prend quelques éléments de Scrum puis d'Agile, puis on prend juste les bons éléments, mais on met quand même une date à la fin. Fait en gros, notre application de la méthodologie Scrum, c'est qu'on a notre backlog, à un moment donné, il y a une deadline, puis c'est la date de ship, peut-être un petit peu plus avant, pour qu'on puisse imprimer les CD et tout. Là. Mais ça, c'est comme pour dire, OK, à ce moment-ci, on arrête, on développe plus de features, puis c'est être capable de détecter quels sont les éléments les plus prometteurs à ce moment-ci. Fait qu'on a, pour ceux qui connaissent Scrum, on a des rôles qui s'apparentent à ce que vous voyez dans les livres de Scrum. Parce que dans le fond, on va avoir des product owners, on va avoir des Scrum Masters, on va avoir des sprints qui fit vraiment avec les jeux vidéo parce que ça, c'est la création d'incréments jouables et évaluables en termes de qualité à la fin de chaque sprint. Fait que pour nos features, mettons qu'on travaille sur Black Flag puis qu'on fait des combats de bateaux, ben en premier, là, après notre premier sprint, là, on va peut-être avoir juste un bateau qui se promène, un cube qui se promène, OK, un autre cube qui se promène dans le deuxième sprint. On va être capable de se battre à distance dans le troisième sprint. Puis dans le quatrième sprint, par exemple, on va commencer à insérer des vrais assets. Mais rapidement, on est capable de voir puis d'évaluer, OK, ben c'est tout le temps jouable, est-ce qu'on est sur la bonne voie? Fait que chez nous, par exemple, ben, ça dépend, les sprints, ça peut être une période de 1 à 4 semaines. Puis durant chaque sprint, tu as un PO, un Product Owner, qui priorise les éléments du backlog, qui est capable de dire du plus important au moins important. Mon jeu vidéo, là, en ce moment, là, c'est cette liste-là. Voici qu'est-ce qui est le plus important qu'on devrait nailer en premier, puis qu'est-ce qui est le moins important. C'est ça que des fois
que la ligne de coupe peut passer par-dessus. Ça, c'est sûr qu'on a tout le temps là, des milliers d'éléments qui ne rentrent pas dans notre jeu parce que notre scope est trop ambitieux. Puis nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est investir sur les bons éléments pour que le joueur ait une super bonne expérience. Puis, à chaque sprint, l'équipe, avec le Scrum Master, estime les tâches en temps, puis suit leur propre progrès vers l'atteinte des objectifs. Fait que nous, en jeu vidéo, on veut que le monde soit créatif, puis on veut être capable de jouer puis d'évaluer à chaque sprint les résultats. Fait qu'on a tout à notre avantage d'appliquer la méthodologie Scrum à l'intérieur de notre production parce qu'on veut que l'équipe n'ait vraiment pas de limite pour créer. Fait que par exemple, la core team va être constituée de Chief Product Owner, donc les masters, eux savent en tout temps c'est quoi les pièces qui sont prometteuses dans le jeu vidéo, puis leur état à un niveau un petit peu plus élevé, au niveau plus high level. Les Scrum de Scrum, donc les Scrum Masters ont des chefs d'équipe aussi qui s'assurent que chaque pod de création est équivalent en termes de qualité, puis de scope, puis de temps. Puis, oui. J'imagine que quand on voit Chief Product Owner, c'est essentiellement producteur. Pas nécessairement, ça dépend. Chez Ubisoft, on a on a le producteur senior sur le directeur créatif. Le directeur créatif, lui, c'est le Chief Product Owner. Les Scrum de Scrum, eux, c'est les producteurs. Puis ensuite, le producteur senior, lui, c'est comme la personne qui va être capable de faire le last call si jamais le créatif, puis les PO, puis les Scrum Masters ne sont pas capables de s'entendre. Dans le jeu vidéo, ça arrive tout le temps. Il y a quelqu'un créatif qui veut une feature, l'équipe la coste, puis dit « ben moi, j'aimerais ça avoir ça. » On travaille ensemble, finalement, avec le temps on peut livrer ça. Fait qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les parties les plus importantes? Fait que les PO et les Scrum Masters qui sont tout le temps en train de parler puis d'évaluer puis de prioriser pour que chaque heure passée soit une heure bien investie pour le joueur à la fin. Ça, c'est la manière dont nous, on fonctionne, mais je sais que maintenant tu parles à EA ou n'importe quelle autre compagnie. Tu sais, les rôles, il y a tout le temps des rôles un peu plus créatifs et un peu plus production. La segmentation, là, elle est tout le temps un peu là. Nous, c'est comme ça qu'on les nomme. Mais sûr que sur ma carte d'affaires, c'est ça, je vais avoir un titre qui s'apparente plus à producteur. Puis, à l'intérieur de toutes les pods du jeu, par exemple dans Black Flag, il y aurait le pod combat, le pod bateau, bataille navale, le pod stealth, le pod world, tout qui crée les environnements. Ben, dans chacun des pods comme ça, tu aurais la même segmentation où est-ce que tu aurais l'équipe qui fait le travail, le Scrum Master qui est le facilitateur, puis qui est là, puis qui dit hey, attention, là, mon équipe est loadée, ou des fois même, hey, mon équipe n'est pas assez loadée. Ben oui, ça m'est déjà arrivé une fois. Puis, Product Owner, lui, qui s'assure que pour chacun des pods, ben, tout le monde travaille, OK, au naval, en premier, on va développer cette arme-là, ensuite cette arme-là, puis ensuite cette arme-là. Puis si on n'a pas le temps, les autres, on n'est pas obligé de les avoir. C'est quoi le produit minimum viable, minimum viable product de cette feature-là, pour que le naval soit vraiment kick-ass pour le joueur? Ben, c'est le Product Owner qui va déterminer ça, puis l'équipe qui va l'effectuer selon ses propres moyens. Donc, l'équipe s'organise un peu comme elle veut pour être capable de shipper les features. Même chose pour les équipes de data. Exemple audio. Audio, on ne va pas travailler tant que ça en agile. On va travailler en Kanban parce que l'audio, c'est une liste d'assets à produire, une liste de musique à produire. On sait c'est quoi le début, on sait c'est quoi la fin. Dans le gameplay, trouver une feature le fun, c'est difficile des fois de savoir c'est quand est-ce que c'est le début puis c'est quand est-ce que c'est la fin. Ça, c'est mon genre d'outil, là. C'est Nsoft. C'est un screen grab là, de Nsoft. Dans le fond, on est capable de monitorer nos progressions de sprint, la santé de nos équipes, comment ça se passe, c'est qui est lousse au côté backlog, c'est qui va déborder, qui a besoin d'une repriorisation de leur feature, etc. Nous, qu'est-ce qu'on va être capable de dire à la fin, c'est de faire, OK, bon, mais combien de temps j'ai passé sur les bateaux dans Black Flag, sur la bataille navale, versus l'investissement qui en sort. Fait que le ROI.
Puis c'est capable de dire, hey, dans Black Flag, là, ben, les bateaux, là, pour vrai, ça a été fait quand même assez rapidement. Ça a été fait dans AC3. Il y avait un gameplay exotique de bateaux. Puis ensuite, dans Assassin Black Flag, les bateaux sont devenus un centre super important du jeu. Mais là, ça, c'est parce qu'on avait déterminé qu'il y avait un beau retour sur investissement dans AC3, puis on l'a porté dans Black Flag après ça. Puis, on veut sensibiliser toutes les équipes de production à être capables de reconnaître ces features-là qui ne demandent pas beaucoup de travail, mais qui ont un bon retour sur l'investissement. Puis aussi, reconnaître les usines à gaz. Ça, les usines à gaz, c'est genre quand ça fait beaucoup trop de temps que tu as passé sur ta feature, puis qu'il n'y a pas encore le fun. Ça arrive des fois. Des fois, là, la job la plus difficile en création de jeux vidéo, c'est de lâcher prise. Parce que tu travailles sur tes trucs, puis un moment donné, t'es tellement rendu profond, là, puis t'as le bras dans l'engrenage que t'es là, ok, il est trop tard, là. Puis il y a un moment de non-retour où est-ce que ça se peut qu'une feature elle soit pas le fun. Mais c'est d'être capable de dire, bon, ben là, ça fait assez d'heures que j'ai passé dessus, peut-être qu'il faudrait l'évaluer à ce moment-ci, puis regarder qu'est-ce qu'on en fait. Oui, David. Justement, quand les features ne s'avèrent pas nécessairement toujours les plus fun, tu sais, des fois ça peut être majeur jusqu'à aller jusqu'à un reboot. Tu sais, comment vous gérez ça dans le timing? Est-ce que vous mettez une marge? Je vais tout... Ok. C'est comme... oui, genre c'est comme ma présentation. Ah, excuse. Le but, c'est d'être capable de détecter ça. OK. Fait que c'est tellement une excellente question que je vais mener durant les 30 prochaines minutes. Cool. Fait que, dans le fond, la création d'un jeu vidéo, c'est un peu être capable de détecter ces étapes-là en se mettant une gate. Tout ce qui est ici, c'est des gates où est-ce qu'on s'arrête, on évalue à l'aide de l'éditorial, à l'aide de notre HQ qui est situé à Paris, si on est sur la bonne voie, puis si on a besoin de repartir à zéro ou qu'on passe à l'autre étape. Fait qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, au fur et à mesure que ça coûte cher, failer une gate. Parce qu'au fur et à mesure que l'équipe devient de plus en plus grosse, parce que pour faire un jeu d'envergure, ben, tu sais, j'avais dit, c'est plusieurs centaines de personnes, ben ça coûte quand même de l'argent. Fait que si tu te trompes, tu fais un reboot, ici, après ta conception, c'est fait pour ça, c'est fait pour se tromper. Jusqu'ici, là, c'est fait pour se tromper. Après ça, dans le prod, c'est là que le monde embarque, tous les studios associés embarquent, puis c'est là que ça commence à coûter cher. Fait que je vais passer au travers rapidement de chacune des étapes. Ça ici, c'est quand on boit et on fait le party. Puis nous, on est là en ce moment. L'idéation, breakthrough. Ça, c'est la première étape. Il y a une petite team, d'habitude, vraiment la core team, qui va chercher à trouver une idée sur laquelle va se baser notre futur jeu, donc notre investissement. Le but, c'est justement d'essayer de trouver la recette qui fait en sorte qu'on a un bon potentiel. Fait qu'on n'est pas beaucoup là. Mais il y a plusieurs types d'innovations qui peuvent arriver. Par exemple, système de jeu. Sur For Honor, c'était ça le breakthrough. For Honor, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un jeu Ubisoft où est-ce que tu te bats à l'épée. C'est des samouraïs contre des vikings, contre des chevaliers du Moyen-Âge. Il y a plein de factions là-dedans. Puis c'était comme une fantaisie de voir, OK, entre un viking et un samouraï, c'est qui gagnerait si les deux combattaient à armes égales. Fait que ça a été le système de handling, tout ça, ça a été ça le breakthrough. Il y a quelqu'un qui a pensé à ça, fait un prototype, petite gang de personnes, qui a fait « Hey, c'est prometteur ça, OK, on continue à builder là-dessus. » Ça peut être technologique aussi. Just Dance, c'est une des franchises d'Ubisoft qui fonctionne le mieux. Puis, je veux dire, c'était commencé à 2 manettes de Wii où est-ce que tu timais et tu faisais des mouvements en même temps sur de la musique de Justin Bieber. Mais ça, c'était un breakthrough assez incroyable. Puis, c'est ça qui a fait en sorte que ça l'a bien vendu. Puis, un autre type de breakthrough, là, je vous en donne quelques exemples, mais il y en a encore beaucoup. Je veux juste que vous voyez un peu qu'est-ce qu'on veut en termes de retour sur investissement puis de trouver une recette spéciale. Ben, artistique. Tu sais, Child of Light, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un genre de petit jeu side-roller indie qui était super beau visuellement et qui avait une belle histoire aussi. Toute l'histoire rimait, c'était comme une espèce de gros poème. Ben, tu sais, je veux dire, des plateformeurs 2D, là, en bout de là, tu
prends une pelle, tu trouves Steam, puis tu sais, je veux dire, t'en as 47 000. Mais là, le fait que celui-là, on a dit, OK, on va de l'avant avec ça parce qu'on trouvait qu'il y avait une petite formule particulière. Fait que ce genre de truc-là, c'est ça qu'on veut dire par breakthrough. Si on présente ça, ça va bien. Bon, ben, on n'était pas beaucoup, là, on était genre 6 personnes max qui travaillaient là-dessus pendant une couple de semaines. Puis ça peut être n'importe qui, quelqu'un chez Ubisoft a une idée. Bon, ben, il en parle à son ami ou son collègue. Fait que, hey, t'as-tu déjà pensé ça, un jeu de hockey dans l'espace? Ben ouais, on pourrait travailler là-dessus, un jeu de hockey dans l'espace, on fait 3-4 trucs, puis après ça, on pitch à notre DG chez Ubisoft. Hey, ouais, c'est pas mauvais ça, un jeu de hockey dans l'espace. Hey, oui, on pourrait ajouter des martiens là-dedans. Hey, c'était cœur, hein? Fait que là, après ça, OK, bon, ben, gars, prenez quelques semaines, les boys, pensez-y, arrivez-nous avec un petit pitch, puis on va présenter ça à notre HQ à Paris. Ça, par exemple, ce n'est pas une histoire vécue, mais c'est le genre de truc qui pourrait se passer. Ou, par exemple, Far Cry, qui est une marque très établie, ben, il y a une équipe qui va être peut-être mandatée pour dire bon, ben, passer de Far Cry 3 à Far Cry 4, il y a une équipe qui a été mandatée pour dire hey, avez-vous déjà pensé de faire un Far Cry dans les Himalayas, par exemple? OK, ouais, avec plus d'animaux, plus de puis un hélicoptère, tout ça. Ben, OK, ouais, ça, c'est une autre petite idée de mandat qui est un peu plus dirigé. Où est-ce qu'on sait qu'on avait une marque avec des forces fortes, bien là, dans ce cas-là, eux autres vont passer directement à la conception, par exemple. Donc, conception, c'est là que ça devient sérieux. On précise notre vision du jeu. Il faut arriver très équipé au kick-off meeting. Qu'est-ce qu'on veut avoir dans le kick-off meeting? Ben, on va avoir un prototype de pourquoi notre jeu, c'est la meilleure idée du monde. On veut être capable de le jouer. Ça peut être laid, mais il faut que ce soit prometteur. On veut aussi être capable d'avoir une offre de jeu. Donc, être capable de dire, ben, sur Far Cry 3, voici l'étendue de notre world qu'on aurait, puis également, voici toute l'étendue des missions qu'on pourrait avoir. Ça, là, on pense que si vous nous donnez tant d'argent, on serait capable de produire cette promesse-là. Puis finalement, comment qu'on va y arriver? Parce que c'est bien beau avoir le go puis avoir une équipe, mais il faut être capable de s'organiser ici. Fait que c'est à ce moment-là qu'on présente notre plan de production. Bien sûr aussi, la vision artistique. Fait que c'est vraiment pilier gameplay, production, art. C'est assez d'habitude les piliers pour lesquels on s'équipe pour aller à la conception. Puis si on a le go, ensuite, pré-production. Fait que jusqu'à maintenant, comme je disais, c'est assez facile de se tromper. Tu sais, il y a beaucoup d'équipes, par exemple, au COM, au kick-off meeting, le petit truc dans le carré en haut, il y a des gens qui se font dire oui, non ou OK, but. Tu sais. Fait que là, moi, j'arrive avec mon idée de jeu de hockey dans l'espace avec des martiens. Ça se peut qu'ils me disent ah, ben, non. Ou, par exemple, on me dit OK, mais au lieu des martiens, fais des zombies. OK. Fait que là, je reviendrai ici, je reviendrai à ma conception. Je travaillerai sur mon concept très prometteur de hockey dans l'espace, mais j'ajouterai des zombies. Je reviendrai avec ma nouvelle direction artistique, mon nouveau budget, mon nouveau plan de production, puis je me réessayerai encore. Puis après ça, assurément qu'il me donnerait le goût. Oui. C'est dans l'idéation, le petit groupe de gens, c'est eux qui vont tester des mécaniques, qui vont programmer des mécaniques ou autres. Oui. C'est pas nécessairement des devs plus bas qui vont avoir du temps à louer pour ça. Les devs plus bas, c'est un mix. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? C'est un pod qui est agile, qui est multitasking. D'habitude, dans une core team, ça va être des gens un petit peu plus seniors qui vont être là-dedans, qui vont être plus généralistes. Fait qu'ils soient capables de rapidement faire un prototype, le jeter au vidange, en bâtir un autre, le jeter au vidange. Parce que, tu sais, nous, on veut pas faire de quoi qui scale, on veut faire de quoi qui est le fun en conception. Fait qu'après la conception, là, c'est bien souvent, on tout jeté au vidange, puis c'est là qu'on va construire notre code, puis nos trucs comme ça pour être capable de scaler à grande échelle notre jeu. Des questions jusqu'à présent? Non? Parfait. On est rendu en pré-production. Notre but de la conception, c'était d'arriver au COM, au kick-off meeting, pour dire, c'est comme si kick-off, parce qu'il disait, OK, allez-y, soit que c'est let's go ou non. Fait que rendu là, c'est la first playable publishable. Fait que ça, c'est la FPP, c'est un avant-goût un peu d'une pointe de tarte de notre jeu. Fait que là, on va scaler un petit peu plus l'équipe. On va être déjà un petit peu plus nombreux. Fait qu'encore là, on
on se trompe, ça coûte de plus en plus cher. Mais c'est encore manageable. Mais là, si on veut être capable de faire notre pointe de tarte, ça ne peut pas être les 10 personnes qui sont là qui fait 1 heure de jeu de Far Cry, mettons. On a besoin de peut-être du monde en audio, du monde en animation, du monde en art pour faire le world, on veut des programmeurs. Mais encore là, notre but, c'est d'être capable d'avoir une pointe de tarte qui représente bien ça va être quoi notre expérience de notre jeu au final. Fait que chaque jeu vidéo peut être représentatif par un bout de tarte. Rayman, ça va être un tableau qui va être poliché, par exemple, très, jusqu'au plus qu'on peut avoir, comme si c'était notre target. T'sais, ça devient comme un peu notre benchmark. On dit, bon, mais gars, ce niveau de Rayman-là, on est confiant qu'après cette étape-là, ben, il va falloir en construire 30 autres, puis que cette recette-là, si on l'applique aux 30 autres en switchant certains éléments, switchant certains leviers, il va y avoir une recette gagnante. Rainbow Six, ça va peut-être être un niveau, par exemple, qui va représenter toutes les mécaniques de peut-être 2 opérateurs plutôt que les 30 qui existent là en ce moment. Pour être capable de voir, ben, regarde, tu as 2 personnages dans le jeu, 2 classes différentes, mais imaginez qu'est-ce qui pourrait arriver si on déclinait ça en 30 autres classes différentes. Syndicate, ça a été une mission. Donc, on avait des innovations dans le jeu, on avait le rope launcher, on avait des cartes qui étaient jouables, on avait un nouveau système de combat. Fait que là, on a décidé de targeter quelques investissements qui, selon nous, valaient la peine. Puis on a construit une mission dans un monde qui était super poliché, mais une petite portion. Just Dance, ben, 1 ou 2 chansons de Justin Bieber. Watch Dogs puis For Honor, c'est un peu la même chose aussi, où est-ce qu'il y a une mission qui représente un peu l'intention qu'on veut. Des questions? Oui? D'habitude, ces versions-là, c'est elles qu'on voit par exemple à l'E3 ou. L'E3, là, qu'est-ce que tu vas voir à l'E3? Ben, il y a 2, ça dépend. Qu'est-ce que tu vas voir qui est jouable à l'E3? C'est vraiment plus loin là. Ça va être ici. Parce que c'est encore là pour un outil qui est interne, la FPP. Mais à partir de ce moment-là, on va avoir des bouts qui vont pouvoir servir pour faire des trailers, par exemple, parce que dépendamment du jeu, toute cette séquence-là va être plus ou moins longue. Fait que, tu sais, un jeu comme Steep, par exemple, ben, tu sais, il a pris un petit peu moins de temps à développer que Watch Dogs 2, par exemple. Fait que peut-être qu'eux ont pu se servir de l'asset de leur FPP pour être capable de faire du matériel de marketing. Oh! Et là, on commence à parler pour de vrai. Là avant, c'était genre, tu te tâches de nuage, tu sais, ça se passait pas. Là, c'est là que la magie commence à opérer. On rentre en production. Ça, c'est mon moment là, qui me fait vraiment triper, parce que c'est là qu'on voit vraiment la force de travailler dans une entreprise comme Ubisoft, parce que c'est là qu'on rampe up tous les studios associés, tout le monde dans le but d'arriver à l'alpha. Fait que, c'est ça. Ça, c'est pas, tu sais, c'est scalé parce que, tu sais, je pense pas qu'il y ait 700 bonhommes, là. Fait que le gros du budget se dépasse à partir de là. Comme je l'ai dit, jusqu'à présent, c'était peu coûteux de se tromper, c'était moins coûteux de se tromper. À chaque fois qu'on passe une gate et qu'on change d'idée, mais là, ça coûte cher de se tromper, parce que c'est à ce moment-ci qu'on a notre FPP puis notre pointe de tarte, puis qu'on dit à tout le monde, putain, il y a une pointe de tarte, ok, tout le monde, on reproduit cette formule-là à super grande échelle, puis on va avoir un jeu open world, Watch Dogs 2. Ok, on a fait un petit district dans San Francisco, maintenant on fait la ville au complet avec Oakland, puis la vallée du Silicon Valley aussi, fait que là, ça devient vraiment, vraiment ambitieux. Mais il faut que nos piliers aient déjà été prouvés, puis que notre recette soit fonctionnelle aussi, parce que sinon, c'est là qu'il peut avoir des dérapages. C'est pour ça qu'on a ce processus-là qui est quand même assez bien encadré, où est-ce qu'on va présenter notre résultat à plusieurs intervenants à l'externe, avec un œil externe, parce que, tu sais, quand tu es trop proche de l'arbre, tu ne vois pas la forêt. Elle était meilleure celle-là que mon affaire d'eau et de glace. Mais c'est ça, nous en prod, tu sais, souvent, on est tellement convaincus que notre idée c'est la meilleure. Puis vous, j'imagine que vous développez des fois des jeux vidéo dans vos temps libres, si vous êtes dans le club de jeux vidéo. Bien souvent, c'est l'erreur que ça fait. C'est que tu es tellement proche de ton produit que tu es comme,
Eh oui, c'est la meilleure idée du monde. Puis là, après ça, tu te recules, tu fais, peut-être que non. Ben, nous aussi, avec ces gates-là, on appelle à des experts qui sont à l'extérieur de notre studio, mais plutôt dans la compagnie pour être sûr qu'on est dans la bonne direction. Je parlais de collaboration inter-studio. Vous avez vu la world map de Ubi. On a plusieurs personnes, puis nous, le but, c'est d'ajouter cette force-là à notre production. Les atouts, ben, ça nous donne une production 24 heures sur 24. Un de nos collaborateurs qu'on a eu dans le passé sur Syndicate, ça a été Singapour. Singapour, il y a une différence d'heure de 12 heures. Fait que quand à 11 heures le matin, il est 11 heures le soir. Fait que nous, quand on termine notre journée, eux, ils se lèvent puis ils s'en vont travailler. Fait que ça a un super potentiel parce que maintenant, je travaille sur une feature, là, je suis OK, je vais me coucher. Singapour arrive, continue à travailler sa feature, rajoute un 8 heures là-dessus, et arrive le soir, ben ça continue comme ça. Fait que ça a une offre, un potentiel qui est assez exceptionnel par rapport à ça. Oui? Comment vous faites pour garder la vision principale? Parce que là, ça c'est le challenge. Fait que les atouts, c'est ça, tu as différentes cultures. À Singapour, c'est en majorité des personnes qui sont de provenance asiatique qui ont une culture différente, donc qui ont un processus de création qui est différent. Puis si on l'exploite bien, ça, puis qu'on les dirige bien, bien, ça va amener des nouvelles idées que nous, on n'aurait pas pensé. Fait que le but, ça va être le challenge là-dedans pour être capable de prendre ça puis en tirer le maximum. Le challenge, ça va être vraiment d'être capable de bien communiquer, d'établir, de donner dans le fond à chacun de nos collaborateurs un carré de sable super bien établi. Genre, vous autres, faites cette partie-là du World selon tel guideline qu'on a établi durant notre pointe de tarte. Fait que ça, c'est avec 12 heures de décalage, ben, c'est un challenge. Fait que c'est autant, le but, c'est que ce soit un bon retour sur l'investissement de tout ce qu'on passe comme temps pour supporter, ben, qu'à la fin, pendant 1 an, ces gens-là, ça travaille chaque nuit, pendant que nous, on dort, puis ça donne 2 fois plus d'output, parce que quand tu travailles plusieurs, c'est la même branche, des trucs comme ça, des fois tu peux faire cracher le build, des trucs comme ça. Fait que, tu sais, eux, ils continuent durant la nuit. Fait qu'ils peuvent réparer nos erreurs. Nous, on répare leurs erreurs qu'ils ont faites durant la nuit. On continue le développement, puis ça donne une belle force de frappe. Puis aussi, un des challenges, ça va être développer l'esprit d'équipe à distance. Fait quand je dis 45% maintenant de Syndicate est développé à distance, ça implique que nous, plusieurs fois par année, on s'en va les visiter. Eux, ils viennent nous visiter aussi. On a tout le monde ou presque qui collabore en webcam. On a des systèmes de vidéoconférence. On a des sprint reviews, est-ce qu'à la fin de chaque sprint, on présente nos résultats par vidéo. On s'arrange tout le temps que tout le monde, on soit vu comme une grosse équipe et non pas Singapour, Bucarest, Montréal, Québec. C'est vraiment, si une collaboration est réussie, c'est-à-dire qu'on va avoir un beau produit uniforme et de qualité égale partout. Donc l'alpha pour nous, c'est que tout doit être dans le jeu pour qu'il puisse rouler sans problème avec tout le contenu. Ça, c'est la définition de l'alpha. Tu sais, vous voyez des fois Open Alpha, là. Open Alpha, quand quelqu'un fait un Open Alpha, là, il est assez courageux, là, parce que d'habitude, l'alpha, ça fonctionne, c'est prometteur, mais c'est pas poliché. Fait que... on parle de tous ces éléments-là qui vont être complétés à la fin de l'alpha. Tu veux vraiment être capable de faire le jeu au complet, de A à Z, sans anicroche, sans gros bugs frustrants qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de tester le jeu. Oui, tester le jeu avec des testeurs, mais aussi tester le jeu entre les tests. Ça, c'est une des forces d'Ubisoft, c'est notre croyance en le data de tes tests. Puis moi, étant une ancienne data analyst, ben, tu sais, moi, je tripe sur ce genre d'affaires-là. Maintenant, on est capable, on invite, mettons, 18 personnes à Ubisoft Québec essayer For Honor. Puis pendant toute la journée, les joueurs jouent. Ces joueurs externes, ils notent chacune des missions. Puis nous, on est capable de traquer puis d'analyser le nombre de fois qu'ils sont morts, le nombre de temps qu'ils ont passé dans chaque niveau. Vraiment, puis d'être capable de faire des corrélations entre ça puis leur data d'appréciation de la mission. Fait qu'overtime, on va être capable de voir, OK, bon, ben, la mission 1 est appréciée 8 sur 10, ensuite la mission 2, 9 sur 10, la mission 3, 10 sur 10. Là, après ça, on retombe à la mission 4 qui est appréciée 6 sur 10. OK, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? Puis aussi, c'est important dans un jeu vidéo d'avoir des pics d'émotion aussi là-dedans, d'avoir comme une bande
une espèce de timeline émotionnelle aussi où est-ce que le joueur va vivre différentes émotions, comme dans un film. Fait que nous, ça nous permet d'être capable de traquer ça grâce au laboratoire de playtest. Puis on développe beaucoup d'outils justement pour être capable de traquer ce genre d'affaires-là. Puis on a des data analystes spécialisés en playtest qui font aussi le suivi là-dessus. Mais ça, on ne peut pas vraiment le faire avant. On peut le faire durant la FPP, durant notre pointe de tarte, mais là, vraiment, parce que le plus tôt que c'est, le plus ça look semi, puis les gamers qu'on invite dans le studio, c'est pas des développeurs, c'est des gamers. Ils sont habitués de jouer aux jeux qui sortent de la boîte. Fait que si on leur montre, c'est ça, là, la voiture avec pas de capot, qui fonctionne semi, puis ils disent hey, dis-moi ta cote d'appréciation, ben, c'est pas des professionnels, ils seront pas capables de nécessairement faire abstraction au fait que ça look semi. Fait que c'est ça. Fait à partir de l'alpha, là, on pense qu'on a vraiment des bonnes pistes pour être capable de faire ce genre d'affaires-là. Ensuite, après l'alpha, notre jeu est là au complet. On est capable de jouer au complet. Il n'y a pas de gros bug qui fait en sorte qu'on n'est pas capable de progresser. On a tous nos piliers. On a fait beaucoup de playtests pour savoir c'est quoi les trucs qu'il fallait améliorer. Puis, on a quand même une bonne recette entre les mains de savoir qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Bien là, entre l'alpha et la bêta, on met ça au bout. C'est notre phase. À l'alpha, d'habitude, toutes les features ont terminé d'être développées. Entre l'alpha et la bêta, on met de la crème fouettée, on met des affaires, on rend ça là, vraiment eye candy, puis on fait des petits tweaks, on va avoir une difficulté, mettons, sur les variables qu'on a eu dans les playtests, par exemple, où on s'adapte à, par exemple, à du nouveau contenu qui est sorti dans d'autres jeux ou des trucs comme ça, où est-ce qu'on fait, ah ben oui, là, on rallonge le jeu peut-être 3 semaines pour pas tomber en même temps que cet autre jeu-là qui va sortir. T'sais, on fait des petites modifications, mais en gros, c'est polish. Puis il y a encore autant de gens là, qui sont sur le jeu que durant la production du jeu. C'est juste que là on est en mode dessert. Même à ça, pour une maison, la métaphore de la maison, où est-ce qu'on fait vraiment le polish au complet là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? En route vers le lancement, c'est-à-dire notre Gold Master. Là, on a un jeu où est-ce que de l'alpha de la production à l'alpha, on a développé tout le jeu, de l'alpha à bêta, on a tout poliché, tous les éléments, on a mis la crème fouettée, ça look bien. Puis ensuite, de la bêta au lancement, il y a quand même une certaine période où est-ce que là, ça va être, il n'y a plus rien de nouveau qui rentre dans le jeu, il y a juste du code. Du code dans le sens, le data, c'est tous des assets visuellement, tu sais, on ne touche plus à ça, on fait juste fixer des bugs. Pour avoir la certification de nos first parties, c'est-à-dire Sony, Microsoft, Nintendo. Eux, ils doivent aussi être capables de nous donner notre certification, passer des tests, puis ça dure quand même 2-3 semaines. On a des soumissions avec eux autres où est-ce qu'ils doivent dire, par exemple, OK, bon, là, il faut cet élément-là dans votre UI, par exemple, ne respecte pas les requirements techniques de appuyer sur le piton, mettons, PlayStation de la manette, ben là, ça fait qu'il y a un petit glitch visuel, ben là, il faut le corriger. Parce qu'il faut que ce soit nickel, parce que eux, il faut qu'ils acceptent qu'on aille sur leur plateforme, donc il faut qu'on respecte les prérequis aussi qu'ils ont là-dedans. Fait que bug fix puis requirements de first party, ça donne le Gold Master Candidate, qui est vraiment la copie qu'on prend puis qu'on envoie chez les manufacturiers pour faire imprimer sur les Blu-ray sur lesquels vous jouez dans votre console. Puis là, à ce moment-là, d'habitude, on s'en va en vacances, on s'élève. Vous allez en vacances en novembre, c'est ça? Ben moi, cette année, j'ai pas travaillé sur un jeu qui a shippé là. Fait que... pas de vacances. Pas de vacances. Ben, j'ai des vacances, c'est comme... Je vais aller prendre des vacances de Noël, puis l'été, comme ça. Mais mettons sur Syndicate, après, on avait shippé en mois d'octobre. Ben, c'est sûr qu'après, on a donné un petit push vers la fin, septembre, octobre, ou septembre-octobre, ben, on avait, dans la période bug fix, pas moi, parce que moi, à ce moment-ci, c'est là où est-ce que le management,
tu sais, il n'y a plus tant de décisions à prendre dans le sens c'est quoi le bon ressource d'investissement. Tout le spotlight est sur les gens du plancher qui travaillent super fort pour être capable de bien livrer la version finale, corriger toutes les bugs et tout. Mais tu sais, on est là pour les encourager. C'est comme si c'était inversement proportionnel mon implication vraiment durant le corps du jeu. Je suis plus impliquée au début dans les décisions, puis après ça, c'est vraiment les gens, la force du plancher qui fait en sorte qu'on est capable de livrer dans les temps. Mais si on a pris les bonnes décisions, si on ne s'est pas trop trompé, on a des bons rapports de playtest qui démontrent une belle appréciation pour notre contenu. D'habitude, c'est assez smooth comme atterrissage. C'est sûr que des fois, il y a des petites surprises, là, c'est ça au niveau de Sony, Microsoft, des fois qui... Ah merde, il y a un truc qu'on n'avait pas pensé par rapport à ça, on a échappé un petit truc dans les cracks, puis on envoie ça. Puis aussi maintenant, c'est quasiment la Day One patch, là. Ben, je pense que tous les jeux en ont une maintenant, à cause que c'est envoyer la version sur le CD, ben, on peut continuer à développer des features post-launch. Fait que les opérations en ligne, les DLC, les updates, c'est rendu que ça fait partie de la production. Fait que la production n'arrête plus vraiment la journée que le jeu sort. Elle continue encore pendant un petit bout. Surtout dans les cas comme Rainbow Six Siege, qui ont une grosse équipe qui fonctionne tout le temps pour être capable d'envoyer des updates. Just in time. Merci. OK. Fait qu'il y avait des beignes, puis personne ne les a pris. Ça va être... Hey. Ben là, Ça peut aller avec les questions. Ouais. Ben ouais, poser une question en obtenant un beigne. Une question pertinente. Ah, j'allais demander où est-ce qu'elle a pris son gilet. Bon, ben, moi, OK. Cool. Il y a une question? Oui. Je vais poser la question avant. À la fin, tout au long de la présentation, tu parlais tout le temps, plus qu'on avance, plus que ça coûte cher de faire revenir en arrière. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, dans le fond, de revenir en arrière dans les phases de production, puis ça a vraiment fait pas beau? Oui, c'est déjà arrivé. Des fois, par exemple, le marché change. Il y a des affaires qui sont en production durant X nombre de temps, puis qu'on se rend compte que cette feature-là, elle devrait être online, par exemple, ou ce jeu-là devrait... Ça fonctionne moins la fantasy RPG, il faudrait l'orienter plus vers fantasy, action, aventure. C'est arrivé dans quelques fois, tu sais, par exemple, de Division, ça a pris du temps à développer. C'est parce qu'ils ont eu quelques retours là-dessus, là, qu'il a fallu qu'ils se ressentent sur certains éléments. La technologie aussi, c'est beaucoup quelque chose qui, des fois, nous fait revenir en arrière. Des fois, on travaille sur des consoles qui ne sont pas annoncées, qu'on ne connaît pas encore les requirements. Des fois, il faut peut-être revenir en arrière là-dessus pour se réadapter sur les attentes et les features de ces consoles-là. Fait que oui, ça arrive. Ça arrive. Sur les jeux que j'ai travaillé, ça m'est jamais arrivé que durant la production, ça fait comme... Ça m'est déjà arrivé à travailler sur des jeux que en pré-prod, ça avait été coupé. Mais durant la prod, là, c'est vraiment rare. C'est pour ça qu'on s'arrange à ce que... Tu sais, The Division, ça n'a jamais été coupé. Tu sais, ça a sorti, puis c'était un super bon jeu à la sortie. Ça a super bien vendu, ça a été bien apprécié. On continue à travailler sur des trucs, mais... tu sais, ils ont juste eu des OK bots. Genre, ils sont comme fait OK, ouais, mais on aime ce que vous faites, revenez un petit peu et retravaillez sur ces trucs-là. Maintenant, c'est un jeu qui set les standards. Tu sais, la Dark Zone, par exemple, dans The Division, là, ben, tu sais, ça, c'était une expérience psychologique super intense qui n'existait pas vraiment dans tant de jeux mainstream. Ben, tu sais, ça a pris du temps avant qu'ils naillent la formule là-dessus et qu'ils soient capables de bien l'appliquer, mais tu sais, ça a été super prometteur. Donc, belle, question? Je voulais savoir s'il n'y avait pas un métier qui s'occupait principalement de l'idéation. Enfin, j'aimerais chercher des idées par rapport à justement ce qui se fait déjà chez les concurrents. Ben, dans le fond, sur l'attente des utilisateurs. Il y a beaucoup de métiers, par exemple, en support de la production, en marketing, puis
une équipe qui s'appelle le CMK, le Consumer Marketing Knowledge. Ben, eux, ils font beaucoup d'études de benchmark, être capable d'analyser des jeux puis trouver exactement qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché dans ce jeu-là. Il y a une équipe qui s'occupe beaucoup de ça avec beaucoup de gens en communication marketing de n'importe quel background. Mais sinon, tu sais, les concepteurs de jeux, les game designers, là, on en a beaucoup sur nos jeux. C'est un peu implicite à leur description de tâches qu'ils se doivent de connaître la concurrence et qu'est-ce qui existe sur le marché. Tu sais, parce que si on se décide, par exemple, de faire un jeu avec, je sais pas moi, comme là je joue à Lara Croft, mais si on se décide de faire un jeu où est-ce qu'il y avait des puzzles avec un rope launcher, puis un arc à flèche, des trucs comme ça, ben tu sais, je veux dire, quelqu'un qui arrive avec cette idée-là, tu fais comme, ben ok, ouais. Fais-tu penser à la concurrence? Comment tu vas faire ça différent de Tomb Raider, par exemple? Tu sais, c'est à quoi ta saveur? Parce que nous, on veut être original, fait que, tu sais, on veut vraiment faire en sorte que nos gens connaissent bien la concurrence puis tous les jeux. Nos concepteurs de jeux, c'est des gamers. C'est ça. Donc pour l'idéation, par exemple, tout le monde peut, dans l'équipe d'Ubisoft peut proposer une idée et poser quelque chose ou... Ben oui, il y a des channels pour faire ça. Souvent, les idées, ça vient pas nécessairement des concepteurs de jeux. Ça peut être un programmeur qui travaille sur quelque chose dans sa tête depuis longtemps. Fait que, vu que tous les breakthroughs peuvent être techno, peuvent être idées, peuvent être visuels, je veux dire, ça laisse la porte à beaucoup de possibilités. Ça peut arriver, par exemple, qu'il y ait une idée qui est proposée alors que vous êtes sur un gros projet, justement. Ben, tu sais, si l'idée est proposée pendant qu'on a un gros projet, ben, on va peut-être, décider c'est quoi, ok, bon, ben, on prend ça, puis on tablette, on finit le jeu, puis on continue. Tu sais, Child of Light, ça a été ça, le gars qui a travaillé sur Child of Light, Patrick Plourde, ben, il était directeur créatif sur Far Cry 3. Fini Far Cry 3, ok, ouais, c'est cool, puis fait que c'est l'idée, c'est toute une question de timing. Mais tu sais, chez Ubisoft, on a, c'est ça, tout comme une espèce de frigo avec plein d'idées que le monde a pitché, puis c'est comme, ok, par rapport au marché en ce moment, on va prendre. J'ai le hockey dans l'espace. Fait que c'est ça, fait que oui, il y a plusieurs trucs qui peuvent faire ça. C'est tout? Toi, t'as posé beaucoup de questions, vraiment, t'as dit ça. C'est pas Narissa Taeman en plus. Vous avez parlé de 900 personnes tantôt pour un projet. On est sur ces 900 personnes-là, il y en a comment qui sont dans combien de dire qui sont dans le marketing? Ça change de projet en projet, j'imagine. Ça change de projet en projet. Comment c'est structuré chez Ubisoft? Il y a du monde de marketing sur le projet, puis aussi du marketing stratégique par région, par territoire. Fait que, par exemple, nous, on avait peut-être 5 ou 6 personnes sur Syndicate en marketing, mais aussi, tu avais le marketing Amérique, marketing Europe, marketing Asie, puis Moyen-Orient. Okay, Fait que, déjà, il y a quand même du marketing sur place, mais il y en a aussi dans chacune des régions, parce que chaque région a une approche différente par rapport à comment on peut avoir des relations avec notre public. Merci. Oui. Chez Ubisoft, vous êtes capable de faire tout ou vous avez besoin de sous-traiter certaines choses encore? Est-ce que vous avez vraiment absolument tous les corps de métier possibles et imaginables ou il y a certaines choses où vous ferez confiance à l'expertise d'autres partenaires, entreprises ou quoi que ce soit? On a toute l'expertise pour le faire, mais ça nous est arrivé, par exemple, de travailler avec des studios externes pour faire des assets graphiques, par exemple, des personnages, des studios qui sont super spécialisés là-dedans. Encore là, c'est une question de disponibilité des ressources puis de retour sur investissement. Uncharted 4, la grosse majorité de leur art a été faite à l'externe. Parce qu'eux, ils ont jugé que c'était leurs ressources dans un petit studio, ben, ils ont jugé que c'était plus important pour eux autres de garder ça, de garder le corps puis de sous-traiter, vraiment sous-traiter, c'est-à-dire dans les studios externes à ce genre de demande-là. Oui? Pour la musique, mais dans la même ligne d'idée, pour la musique, j'imagine que c'est en sous-traitance. Pour la majorité des studios, c'est en sous-traitance. Oui, mais c'est un mix. Dans le fond, la musique d'ambiance. Puis, que dans le fond, mettons que tu te promènes dans la nature, ça va être nos gars d'audio qui vont faire les ambiances avec peut-être
tu sais, une musique super louche, mais tu sais, on va engager des compositeurs à l'externe pour créer la musique de combat, par exemple, ou des trucs comme ça pour ajouter un petit peu plus de saveur, mais ça va être un mix des deux. Puis on va avoir un superviseur de musique pour être sûr que ça fit avec le mot, puis ça fit avec le gameplay, pour que cette personne-là puisse parler avec le compositeur, Compositeur. ouais, qui est vraiment core à que lui, c'est sa spécialité. Ok.